Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Notre invitée du jour est Eugénie Amri, avocate associée chez Veiljourde. Alors qu'elle était passionnée de politique, elle se retrouve par défaut à aller en faculté de droit. Elle choisit la branche du public pour garder un lien avec la politique, puis se spécialise en restructuring. Ce qui lui plaît par-dessus tout, c'est d'aider, d'être au cœur de l'humain, de rencontrer des gens. À seulement 33 ans, elle devient associée d'un cabinet. Dans ce podcast, Eugénie nous parle de son développement commercial, de son évolution de carrière, de son traitement des dossiers, de management ou encore de ses ambitions. De quoi prendre exemple. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute! Eh bien écoute, bonjour Eugénie Amri, je suis ravi de te recevoir dans ce podcast. Tu as gentiment fait le déplacement juste ici alors que tu es en béquille. Je suis vraiment désolé, je pensais que tu allais mieux. Mais en tout cas, je suis ravi de pouvoir te recevoir parce que ça fait un certain temps qu'on se court mutuellement après pour pouvoir faire ce podcast. Salut Eugénie. Exactement, bonjour Valentin, merci pour ton invitation. Et même avec 2 béquilles, je suis ravie d'être ici. Eh ben trop chouette. Alors, la question est la même pour tous les avocats qui passent ici, d'autant que pour toi je sais que 1, c'est important et 2, ça m'intéresse. Qui étais-tu avant de devenir avocate ? Alors, avant de devenir avocate, si je reviens sur mon parcours, mais j'étais sensiblement la même au point de vue de l'engagement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me considère très engagée pour mes clients, pour la défense de l'intérêt de mes clients en restructuring, en entreprise en difficulté, et on aura l'occasion d'y revenir. Et avant d'être avocate, j'étais très engagée en politique. Donc ça, c'était au lycée et à la faculté, à l'université. J'étais très très engagée en politique. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, un petit clin d'œil du destin, c'est que j'étais engagée au Parti radical valoisien, Parti radical de droite, que personne ne connaît vraiment en fait, et qui était dirigé par Jean-Louis Borloo. Et Jean-Louis Borloo, c'est un des précurseurs en matière d'entreprise en difficulté. Donc quand on fait un retour sur image, je me dis que c'est assez marrant et c'est un clin d'œil du destin. Donc non, l'engagement, ça a toujours été très important pour moi. Alors pour te refaire un petit retour en arrière sur mon parcours et d'où je viens, alors ce que je dis toujours, c'est que moi aujourd'hui, rien ne me prédisposait à devenir avocate et à devenir avocate associée d'un super cabinet à 35 ans. Moi j'ai commencé, en fait mes 2 parents n'ont pas le bac. Et c'est un fait, mais en tout cas, je trouve que c'est important dans ma construction. On est 4 enfants, ils ont élevé 4 enfants, sans avoir eu même le bac, et ils nous ont toujours dit c'est important de travailler, ça vous permettra d'être libre et indépendant. Ok. Donc, discours assez classique, mais en réalité, pas tant que ça, parce qu'aujourd'hui, des familles comme celle-ci, on parle toujours de milieu modeste et tout, mais en tout cas, ne pas avoir ces 2 parents qui n'ont pas le bac, ça change pas mal de choses. Donc, forcément, au lycée, j'étais bonne élève, au collège, au lycée, pareil. Et alors, comme j'étais très engagée en politique, je rêvais d'être présidente de la République. Trop cool. Voilà, exactement. Non, mais, et si tu veux, pour moi, alors, et ça me semblait quand même accessible. Hein. Et donc, si tu veux, je m'étais dit, je vais faire Sciences Po, je vais faire l'ENA. C'était un peu le schéma classique. Je fais encore partie de cette génération où, tu vois, on avait envie de faire les choses un peu classiquement. Surtout quand tu viens d'une famille qui n'a pas fait d'études. Et donc, je fais mon lycée, tout va bien. Évidemment, je révise pas le concours à Bac+0 pour Sciences Po parce que tout le monde me disait que j'avais des facilités et je le croyais bien. Donc, voilà, je révise pas. Je loupe Sciences Po du coup à Bac+0 puisque je révise pas. Qu'il fallait un minimum travailler, ne serait-ce que la note de synthèse. Et je me retrouve à la fac de droit à Assas, mais par défaut. Donc
tout commence en fait vraiment par défaut. Et je me dis, bon bah ok, maintenant je suis à SAS, qu'est-ce que je vais faire ? Comme ce qui me plaisait c'était la politique, je vais plutôt m'orienter vers le droit public. Et pas vers le droit des affaires. Donc je fais ma première année, je fais ma deuxième année de droit. Et là, comme je travaillais bien et que j'avais des mentions, je reçois un jour une lettre de la fac me disant « Ah, il existe une formation élitiste, enfin en tout cas d'excellence, qui s'appelle le magistère de juriste d'affaires DGCE. C'est la première formation droit des affaires en France. » Après le DGCE de Nancy. Voilà. Non mais voilà. Non, évidemment. Non, évidemment. C'est la meilleure. Ça va de soi, pardon, excuse-moi. Et donc je reçois cette lettre-là et qui me dit bah, postuler. Et si tu veux, c'est en lien aussi avec mon passé et mon histoire, c'est que moi, si tu veux, je ne connaissais même pas l'existence de cette formation. Et je me dis, bon, je me rappelle, j'en parle à mes parents, à mon frère, à quelques amis, je leur dis bon, et sachant que mes amis d'ASA, c'était pas des très bons élèves, donc forcément ils connaissaient pas trop ça ou ils étaient pas trop renseignés sur le sujet. Ils étaient plutôt du genre à doubler et à tripler leurs années. Mais on rigolait bien, on faisait beaucoup. C'est les meilleurs copains. Ça. Voilà, on s'amusait beaucoup. Et bon voilà, donc je postule à cette formation. Et pour te dire encore une fois à quel point j'étais un peu pas dans mon élément, mais finalement les choses, on voit bien qu'aujourd'hui tout va bien, mais je me retrouve aux entretiens de sélection avec des gens mais qui connaissaient cette formation depuis des années, qui avaient déjà leur parcours, leur carrière toute tracée, qui se disaient non mais moi je veux intégrer le magistère parce qu'après je veux faire ci, je veux faire ça, je veux être associée de tel cabinet. Enfin franchement c'était lunaire. Et si tu veux, moi je me rappelle le directeur à l'époque c'était Michel Germain, un professeur de droit des sociétés qui est aujourd'hui à la retraite. Et lors de l'entretien de sélection, il y avait des épreuves théoriques, après il y avait un entretien de sélection. On commence à parler de philosophie, si tu veux. Lui avait fait, en fait, je ne savais pas, lui avait fait une licence de philo, et moi je lui explique que je suis en train d'écrire un bouquin sur le nihilisme, la quête de sens, ce genre de choses. Et donc ça l'a fait trop rigoler, et il se dit non mais attendez, moi je veux absolument que vous rejoigniez ma formation. Donc comme quoi finalement, c'est un peu en étant qui on est et en suivant un peu son instinct et sans forcément trop programmer les choses et avoir un plan de carrière tout tracé, on y arrive. Donc j'arrive au magistère, 3 ans, donc licence, master 1, master 2. Et pareil, encore une fois, j'étais, je sais pas, mais à partir de la 4e année, tout le monde, on n'attend pas la 5e année au magistère pour passer le barreau. Donc là, tout le monde passe le barreau. Moi, encore une fois, j'étais là, bon, d'accord, tu vois, pour moi, c'était un truc un peu étranger. Donc je dis, bon, bah, ok, très bien, je dis à mes parents, je vais faire comme tout le monde de ma promo, je vais passer le barreau, voilà, en 4e année. Bon, bah, je le fais. Je l'ai. Je décale mon entrée, comme tout le monde, puisqu'il nous restait notre dernière année à faire. Et voilà, donc ça c'est un pas de plus vers l'avocature, mais qui n'était pas, tu vois, qui n'allait pas de soi. Et donc je termine le magistère, et là tous mes amis, tous mes amis de promo, effectivement, vont faire un LLM, une année à l'étranger. Moi je m'étais dit que c'était quand même assez coûteux, j'avais pas de quoi, faire un prêt, voilà, mes parents ne pouvaient pas me le payer. Donc je me suis dit... Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire. En fait, j'adorais les entreprises en difficulté. Et j'avais d'ailleurs majoré ça dans l'amphi. Donc j'étais assez fière de cette matière, j'étais assez fière de moi. Et j'aimais bien aussi, par exemple, tu vois, le droit de la famille. En fait, ce que j'aimais bien, c'était aider les gens et trouver du sens dans ce que je faisais. Bon, finalement, je me dis, ok, il y avait le diplôme de François-Xavier Lucas à la Sorbonne qui venait d'être créé. Je crois que j'étais dans les toutes premières promos. Je me dis, ok, je postule à ça. En plus, c'est en alternance, ça me permettra de travailler et puis finalement de mettre aussi un pied dans le monde du travail et sans encore faire une année purement théorique. Donc voilà, donc je me lance. Donc là, fin du magistère, je suis prise à la formation de François-Xavier Lucas, donc master 2 spécialisé en entreprise en difficulté à la Sorbonne que je fais en alternance. Et là, je découvre le monde passionnant du restructuring et à partir de là, ça s'est ouvert vraiment un nouveau pan dans ma vie. Alors juste, j'ai commencé en alternance chez Brémond et associé qui à l'époque était chez lui. Ouais. Donc c'est là où j'ai rencontré Guilhem Brémond, Virginie Verfailly, Céline Domanger-Morin et Delphine Caramelli, qui tous sont maintenant éclatés, mais voilà. Donc voilà, là premier stage, ça a été vraiment révélateur. Je me suis dit non mais attends, c'est génial cette matière. En fait, si tu veux, ce qui était marrant, c'est que moi à la fac j'étais bonne, enfin j'étais une très bonne élève, tu vois, tout allait bien. Mais j'avais pas l'impression d'être entièrement moi-même. Et là, pour la première fois dans le monde professionnel, je me suis dit, ah mais voilà un domaine, la restructuration, la gestion de crise, où c'est tout le temps dans l'urgence, où tu as une grande sensibilité et un important aspect humain et psychologique.
où au-delà du droit, tu es toujours en lien avec des professionnels et de haute qualité et en plus plein de gens différents, que ce soit les administrateurs, les mandataires, les juges, les autres conseils sur les dossiers, tes clients qui eux sont en difficulté ou pour eux t'es pas seulement un avocat, t'es bien plus qu'un avocat, t'es pas dans la pure technique. Et je me suis dit waouh, mais en fait c'est génial et je me sens vraiment à ma place dans cette matière et en plus dans une matière où en termes de personnalité t'as pas besoin d'être lisse ou de rentrer dans le moule. Au contraire, en restructuring, je pense que tu l'as vu dans les gens que tu as interviewés, c'est toujours des grosses personnalités et des gens qui sortent un peu du moule. Et d'ailleurs, c'est ça, nous, malheureusement parfois, mais c'est aussi l'urgence qui fait ça et les intérêts qui sont un peu du coup exacerbés dans les dossiers de restructuring, mais parfois tu as l'impression d'être un peu au théâtre. Et en fait, c'est ça, en restructuring, on va pas, il faut pas être trop policé, trop poli, et en ça, c'est un peu opposé du M&A, tu vois. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tous mes amis du magistère à l'époque, ils allaient tous faire du M&A dans les gros cabinets, ou du droit social, puisque ça se rapprochait un peu, mais personne ne voulait faire de restructuring. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'est très développé, et heureusement, puisque du coup, il y a beaucoup plus une offre plus complète pour nos clients. Mais voilà. Donc, je commence chez Bremont. Donc génial, là, gros coup de cœur. Je suis très investie sur les dossiers alors que je suis seulement en stage. Tu vois, en grande autonomie. Et donc je trouve ça génial, je suis vraiment aux côtés des dirigeants, j'adore. Je fais un passage après rapide chez Linklaters en stage, aux côtés d'Hénard de Moléon et Garnarian, alors qui eux ont un positionnement plutôt côté créancier. Donc là, alors que Bremont c'était plutôt côté débiteur et repreneur. Là où on a quand même un peu moins d'humain, quoi. Ouais, en fait oui, voilà. Et puis en fait je trouve que du coup t'es moins à la manœuvre, t'es moins aux commandes, aux côtés du chef d'entreprise pour essayer de sauver la boîte, de préserver les emplois. Voilà, donc un peu différent. Donc très belle expérience, ce sont 2 avocats géniaux, je les aime beaucoup et voilà, c'était vraiment une très belle expérience, mais le positionnement me plaît moins. Et après, stage chez Weil Gotshal, là où vraiment tout a commencé et où je suis restée 9 ans. Et j'ai été recrutée au départ pour mon stage final par Sandra Belladjine, qui est aujourd'hui administrateur judiciaire associé avec Éric Bolland. Et donc c'est elle qui m'a recrutée en stage, c'est elle qui m'a formée notamment. Et donc, chez Weil Gotshal, j'ai notamment eu la chance de travailler donc, avec Sandra Belladjine, avec Philippe de Ruon et Jean-Dominique Daudier de Cassini, qui étaient les 2 associés de l'époque, avec Fabienne Bezit également, qui était au début console et qui après est très vite passée associée. Et donc voilà, et c'était une époque géniale, j'ai passé 9 ans là-bas, et il faut se dire que vraiment à l'époque, c'était la team Philippe, Jean-Do ensemble, avec Fabienne aussi, et toute l'équipe des plus jeunes avocats. Il y avait une émulation intellectuelle. En plus, c'était l'époque, moi je suis arrivée là-bas en 2013, janvier 2013, où en fait les dossiers tombaient enfin, il y avait des pléthores de dossiers. Et en fait, on travaillait énormément, c'était très exigeant. Mais on était en première ligne. Alors c'est assez étonnant, parce qu'on pourrait se dire, dans un gros cabinet, tu vois, t'as pas vraiment accès aux clients ni aux dossiers. Et en fait, au contraire, c'était vraiment, on vous lance dans le grand bain. Alors évidemment, les seniors et donc Sandra et les associés étaient là. Mais c'est vraiment, allez-y, et c'est comme ça que vous apprenez. Et donc ça a été une école géniale, de formation d'excellence, en termes de rigueur, même juridiquement, et en termes de stratégie, et avec des personnalités différentes. Jean-Do et Philippe, tout le monde le sait, ils ont des personnalités très différentes, mais complémentaires, et en termes de formation, c'était dingue. Donc j'ai fait, et également évidemment avec les associés des autres équipes en M&A qui étaient top, David Aknin, Frédéric Cassal, Emmanuel Henry, Yannick Piette en droit boursier, voilà. Donc super expérience. Et au bout de 9 ans, je me dis bon, c'est bien maintenant, l'expérience, en tout cas la technique juridique tu l'as, la stratégie tu commences à l'avoir de plus en plus, parce qu'en plus je faisais beaucoup de dossiers perso. Et d'ailleurs c'était quelque chose qui est très, très bien, c'est qu'ils nous encourageaient à faire des dossiers perso, et moi j'encourage les plus jeunes à faire des dossiers perso, parce que c'est ça qui fait que tu es vraiment pleinement avocat. Tu apprends à prendre des décisions, tu apprends à vraiment conseiller ton client, et sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse te rattraper sans filer. Donc c'est hyper bien. Donc j'avais quand même pas mal de dossiers perso, et là je me dis bon, j'ai un peu envie de créer mon aventure, de faire quelque chose à mon image. Et là, donc je décide de partir de chez Weil Gotshal. Ok. Où les choses avaient par ailleurs un peu changé. Et donc j'avais envie d'autre chose. Et je pense qu'au bout de 9 ans, c'est aussi sain ça a été quand même un peu ma maison. Et
pendant, ça a été il y a eu d'autres cabinets avant, mais ma vraie première maison, en tout cas en tant qu'avocat de plein exercice, c'était Wild Gottschall. Donc c'est important de déménager. Voilà, au bout d'un moment, c'est important aussi, et ce qui ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas tout ce qui s'est passé de bien et qu'on n'adore pas les gens qui y étaient, que je continue à voir, et c'est un vrai plaisir. Et donc là, opportunité chez Brunin-Pratt, où en fait tu avais 2 associés, et je m'étais dit, c'est une belle opportunité pour moi, parce que sous un délai assez bref, je peux devenir associée de ce beau cabinet, et j'ai quelque chose à apporter dans une équipe où je pense qu'il leur manque quelque chose, ou en tout cas que je peux compléter leur équipe. Il y a 2 super associés, mais je pense que je peux apporter quelque chose de différent et qui est de complémentaire, et qu'on pourrait faire une équipe géniale à 3 associés avec évidemment tous les collaborateurs. Donc j'arrive chez Brunin-Pratt, et en fait, je m'étais posé la question en partant de chez Wild Gottschall, est-ce que j'accepte d'être directement associée d'un département que je crée, ou est-ce que je reste counsel à un temps limité avant de devenir associée d'un gros cabinet. Donc j'avais choisi la seconde option. J'arrive chez Brunin-Pratt, et assez vite en fait, je me rends compte qu'en fait j'ai fait le tour du rôle de counsel et de collaborateur. Tu vois, je me suis dit mais en fait je continue à avoir plein de dossiers perso, mes dossiers perso m'occupaient plus que mes dossiers du cabinet, et là je me dis mais en fait T'avais une rétrocession, du coup t'as une rétrocession qui est moins importante que ce que tu réussis à facturer en perso. Ouais. Ok. Tu vois, donc au bout d'un moment, tu te dis... Et puis c'est surtout qu'en termes d'autonomie, finalement, c'est ça en fait. C'est que moi, je considère qu'être avocat, c'est être libre, c'est être indépendant, c'est exercer ton métier comme tu le veux, c'est avoir le temps et le plaisir de traiter tes clients, d'être avec eux, de les accompagner. Et si tu veux, je me dis en fait j'ai plus envie d'être collaborateur, j'ai plus envie d'être counsel, malheureusement. En fait, malheureusement parce que je venais juste d'arriver, mais je me rends compte qu'en fait, c'est plus pour moi, et j'ai vraiment envie d'être associée. Et en fait, je me rends compte que je suis prête, tu vois. Donc comme quoi, parfois, il faut faire un move supplémentaire, mais en fait, j'étais déjà prête. Donc ça, c'était bien. Et surtout, en fait, moi, ce qui me manquait un peu... Alors, Brunin-Pratt, c'est un cabinet génial. C'est une très belle marque. Il y a des associés talentueux, brillants, les collaborateurs également. Mais c'est un cabinet très institutionnel, ce qui a une très belle qualité, mais ce qui, en l'occurrence, pour moi... qui avait été formée à être un peu dans une démarche entrepreneuriale, à aller chercher les dossiers, à me battre pour conquérir des nouveaux clients. Voilà, ça j'avoue que du coup je me suis dit mais en fait non seulement je suis prête à être associée et j'ai pas envie d'attendre alors que je suis désolée, j'ai mes clients, je sais les traiter et voilà. Et je me suis dit en plus j'ai envie d'être libre, d'être dans une démarche entrepreneuriale, j'adore faire du business développement, j'adore rencontrer plein de gens, j'adore aider les gens et en plus malheureusement dans des cabinets institutionnels comme ceux-là et parce que forcément nos taux horaires sont élevés et forcément tu peux pas prendre tout type de dossier. Et moi ce que j'aime c'est certes les dossiers de place, mais je pense qu'il faut aussi désacraliser les dossiers de place. Les dossiers de place c'est très bien, mais il y a tellement parfois de conseils que finalement ton intervention ou ton apport est moindre. Et finalement moi j'aime bien aussi les petites boîtes avec des chiffres d'affaires pas très élevés, avec moins de salariés, où là tu es vraiment aux côtés du dirigeant, il y a vraiment du sens, il a vraiment besoin de toi et t'es pas seulement que conseil, que avocat à faire des notes juridiques dans tous les sens. T'es vraiment là, les mains dans le cambouis, avec lui, en train d'essayer de trouver une solution. Donc pour toutes ces raisons, je me suis dit, voilà. Et en plus, surtout, j'ai une belle opportunité. Veille jour qui me proposait de prendre en charge le département restructuration et entreprise en difficulté. Et donc, voilà. Surtout qui était vacant depuis un moment, parce que Nassim était parti chez Nassim Galimi, était parti chez Osborne Clark. Et je comprends qu'ils ne trouvaient pas forcément ce qui leur convenait. Et en fait, on s'est vus, on a pris le temps, hein. On a pris vraiment beaucoup de temps, je pense près d'1 an avant que j'arrive. Donc, mais on a pris le temps de se connaître, j'ai rencontré tous les associés. Aujourd'hui, on est 20 associés chez Veille-Jour, donc ça fait quand même beaucoup de monde à rencontrer. Moi, j'ai aussi pris le temps parce que, tu vois, mine de rien, après 9 ans chez Wild Gottschall, c'était pas évident de quitter Wild Gottschall non plus. Tu quittes ta première maison, c'est jamais évident, t'es attaché aux gens. T'arrives chez Bredin, repartir tout de suite alors qu'il y a des gens super, c'est aussi, tu vois, finalement un risque. Et donc j'ai pris le temps de peser le pour et le contre. Mais après, voilà, ça me correspondait. Et moi, ce que je dis aussi aux jeunes, tu vois, je trouve que ce qui est important, c'est vraiment... Il n'y a pas de règle, en fait. Il ne faut pas se dire...
voilà, un gros cabinet, un anglo-saxon, un gros français institutionnel, c'est mieux qu'un autre, les petits cabs, c'est nul. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver ce qui nous convient. Et moi, si tu veux, au début, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée au début chez Bredin et que j'ai pas tout de suite voulu prendre la tête d'un département restructuring, c'est que d'un autre cabinet, c'est que je me suis dit au début, non, j'ai encore envie de rester là-dedans, mais en fait, non, tu vois. Ton métier, de toute façon, ta façon de faire ton métier, d'être dans l'excellence, ou dans un super service que tu rends à tes clients, peu importe où tu es, dans quel cabinet où tu le fais. En fait, ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Et en plus, ce que je dis, c'est que je pense qu'il faut vraiment être aligné. Tu vois, plus tu es aligné, plus tu as de l'énergie. Plus tu as de l'énergie, plus tu traites mieux à la fois tes clients, tes collaborateurs, tes partenaires, les autres conseils. Plus tu rayonnes et plus tu fais mieux ton boulot, en fait. Et plus tu apportes un service d'excellence, de qualité, un service sur mesure à tes clients. Et en fait, voilà, tout ça, finalement, la morale de cette histoire pour moi, c'est que voilà, je me suis enfin écoutée, j'ai enfin osé être qui je voulais être. Alors, c'était un risque, hein, tu te dis, attends, tu vois, mon association, elle a été votée, j'avais 33 ans, ok, je suis les jours, j'arrive. Alors, certes, ça faisait 10-12 ans que je suis dans ce milieu et tu vois, il n'y a pas de sujet sur le point de vue relationnel et technique, mais voilà, tu te dis quand même que c'est un peu un grand saut et finalement en fait tout se fait assez naturellement. Et alors du coup comment tu crées ta pratique? Parce qu'en réalité il n'y a pas de département restructuring quand tu arrives chez Veiljourde, donc il n'y a pas de chiffre d'affaires qui t'attend, tu arrives avec les clients perso que tu peux avoir qui certes sont plus importants que ta rétrocession que tu pouvais toucher chez Bredin, donc plus important qu'en 10e année 250 000 € avec bonus, donc il y a quand même un début de chiffre d'affaires mais pas assez pour faire vivre et survivre un département au sein d'un cabinet comme Veiljourde. Donc là, comment est-ce que tu passes le cap et tu te dis, ok, maintenant concrètement, il va falloir que je puisse plus développer, ramener plus de business au sein du département? Alors moi, tu sais, je pense que les choses se font de façon assez fluide et assez naturelle. Tu sais, quand tout est aligné, enfin, tu sais, moi c'est marrant, mais je fais très confiance à la vie, tu vois. Je me dis, les choses doivent se faire. Et en fait, si tu veux, j'étais dans une posture où je savais que c'était la meilleure solution pour moi, j'avais envie de ça. Et donc en fait, j'avais des clients qui m'ont suivi, qui m'ont fait confiance dans le retail. Donc j'ai eu des beaux dossiers dans le retail là, en début d'année. Alors malheureusement, la sortie escomptée n'a pas été celle qu'on... Enfin, on aurait souhaité une autre fin pour ces dossiers, mais bon, le retail est très compliqué en ce moment. Mais donc ces premiers clients m'ont fait confiance. Par ailleurs, après, c'est du bouche à oreille. J'ai eu... des clients qui avaient été contents ou qui m'avaient vu dans d'autres dossiers, qui m'ont recommandé. Et finalement, de fil en aiguille, je suis arrivée quand même avec du chiffre d'affaires et des dossiers qui sont liés à moi. Et ce que je veux dire, c'est que aussi, ce qui est important, c'est que dans le restructuring, surtout quand on a un positionnement comme moi qui est côté débiteur ou côté repreneur, en réalité, il n'y a pas beaucoup de récurrence. Et ce qui fait tes clients, en fait, c'est ton réseau finalement. C'est ça, le réseau, il est clé. Et moi, de ce point de vue-là, je suis quand même très investie dans des associations professionnelles depuis que j'ai commencé. C'est quand même un microcosme, donc ça fait 10-12 ans que je suis dans ce milieu, 12 ans maintenant. On se connaît tous, les gens savent qu'ils peuvent me faire confiance, savent que d'un point de vue technique, il n'y a pas de sujet, que d'un point de vue confiance, loyauté, c'est des valeurs qui sont importantes pour moi, donc même s'ils m'envoient un dossier juste une fois parce qu'ils sont conflictés, non, le client, en fait, ça sera toujours leur client et je vais les aider sur ce coup-là, mais je vais pas faire de sale coup. Je pense que ça, c'est très important, tu vois, de savoir que les gens peuvent compter sur toi. Ils savent aussi que j'aime les autres, j'aime les gens, j'adore mon métier et que les clients, je vais bien m'en occuper. Et après, que j'ai envie d'aider aussi les uns et les autres, si tu veux. Donc, je pense que c'est un tout qui fait que, voilà, les choses se font assez naturellement et tu développes. Et après, d'un point de vue pérennité, moi, j'essaye de faire autant d'actions possibles, de business développement, aller à des conférences, rencontrer des gens, mettre en relation les gens les uns avec les autres, aider les gens quand je peux. Si tu veux, moi, je pars du principe que, en fait, c'est peut-être un peu naïf, mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, je sais qu'il y avait moins de dossiers ces derniers temps et que c'est assez compétitif parce que de plus en plus de cabinets qui se dotent d'un département restructuring avec des fees moins élevés, donc forcément, c'est plus concurrentiel. Mais moi, je pense que, franchement, il y a de la place pour tout le monde. C'est en aidant les autres, c'est en étant ouvert aux autres que, tu vois, tu crées quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est très important. 100% d'accord.
Tu vois, et après, moi, c'est ma philosophie de vie, et c'est ce que j'ai toujours fait finalement, tu vois, depuis que je suis jeune. J'ai jamais été requin, comme tu sais, l'expression requin, voilà. Ouais. Bah non, et en fait, c'est ça qui m'a permis aussi d'arriver où je suis aujourd'hui, c'est que finalement, je pense que j'ai des valeurs, je les respecte. Faut pas se perdre, on peut tout à fait se perdre dans le milieu des avocats, dans le milieu... voilà, mais non, enfin, moi, je pense que je suis restée fidèle à ce que je suis, je me comporte bien avec les gens, j'aime les gens, il y a pas... et tu vois, et l'ascenseur revient. Et les gens qui, effectivement, te trahissent une fois, ça, en revanche, j'oublie pas. Donc ça, je note. Blacklist. Non, mais je note, tu vois. Enfin, il faut aussi pas savoir se laisser faire. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance aux gens. Et voilà, donc ça, c'est important. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je te dis que je suis très investie, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, j'en profite pour parler de ça. Avec l'ARE, qui est l'association de retournement des entreprises, qui est... l'association interprofessionnelle la plus connue dans le domaine du restructuring. On a créé un groupe de travail au sein du think tank composé de 2 avocats, dont moi, 2 administrateurs judiciaires, un manager de transition et un communicant de crise sur la psychologie du dirigeant. Et donc j'en profite parce que franchement, le restructuring, ce qui fait notre métier à la différence d'autres métiers et ce qui change la donne, c'est l'aspect humain. Et la prise en compte de la psychologie des dirigeants, elle est clé pour parvenir à sortir un dossier de la façon la plus facile possible. Donc, on a écrit un livre blanc sur le sujet, alors on a déjà quand même fait pas mal de publicité sur ce livre blanc. L'idée, c'est de vraiment sensibiliser tous les acteurs du restructuring, mais y compris les tribunaux, les greffes, y compris les créanciers, y compris les créanciers publics d'ailleurs. Voilà. Et donc ça, pour moi, si tu veux, c'est pour ça aussi que j'ai fait du restructuring, c'est pour cet aspect humain. Et je considère qu'il est clé et que si on peut davantage un peu éduquer et faire de la pédagogie pour que chacun s'en rende compte, ce qui est plus le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas encore tout à fait tout le temps le cas dans tous les dossiers, voilà, ça c'est important. Très clair. Comment ça se passe un peu une reprise d'entreprise ? Moi, c'est un sujet qui m'intéresse à titre perso, évidemment. Mais comment ça se passe ? Est-ce que c'est toi qui vois des dossiers qui te proviennent des tribunaux de commerce et du coup tu connais des gens et tu leur dis voilà, dans tel secteur d'activité qui t'intéresse, il y a une boîte qui vient de sortir, voilà le chiffre d'affaires, voilà les actifs présents, voilà le nombre de salariés, voilà ce qui est possible de faire. Est-ce que c'est plutôt les repreneurs qui viennent te voir lorsqu'ils ont une cible en vue ? Comment ça se passe concrètement et c'est quoi ton apport ? Alors, c'est un peu... en fait, c'est là où je te disais qu'en restructuring, on est aussi pas seulement avocat, tu vois. Et que le lien avec les autres est important et que c'est un petit microcosme. Et en réalité, donc c'est un peu un mélange de tout ce que tu disais. C'est que soit parfois, tu vas avoir des clients, des fonds, là, ou des industriels qui te connaissent, ou qui connaissent ton cabinet ou ton réseau, et qui vont venir te voir en disant « j'ai vu que cette boîte-là a été en redressement judiciaire ou en liquidation, je suis intéressé, est-ce que vous pouvez m'aider pour faire une reprise ?» Alors là, comment ça se passe ? Quand ils sont intéressés pour faire la reprise, ça se passe comment ? Alors, là, ils viennent te voir. Donc là, donc toi, déjà, tu fais le lien avec l'administrateur judiciaire. Ok, imaginons que ce soit la grande récré, puisque voilà, c'est un truc, c'est la grande récré, il y a plus de 1000 salariés, il y a plein de centres en France, etc. Je veux reprendre la grande récré, ça se passe comment ? Eh bien, écoute, tu viens me dire la grande récré en redressement judiciaire. Moi, j'appelle tout de suite l'administrateur judiciaire. On se connaît, il me connaît. Donc, évidemment, il ne va pas me donner plus d'informations que ça, mais en tout cas, ça permet de faire le lien. Je lui dis, voilà, j'ai un client intéressé. C'est quoi le timing, le calendrier ? En termes de cash, combien de temps vous tenez ? Du coup, le cash va déduire... du cash et de la trésorerie disponible va se déduire le calendrier. Donc, sous quel délai les offres vont être prises, voilà. Soit il a déjà lancé son appel d'offres, et dans ce cas-là, pas de sujet. Soit il ne l'a pas encore lancé, et je préviens mon client, je lui dis, voilà, le calendrier va être ça, et on peut s'inscrire. Après, tu as le projet avec ton client. Donc là, au-delà de faire le lien avec l'administrateur judiciaire, tu vas lui dire, bon voilà, maintenant, votre projet c'est quoi ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc, quel est l'intérêt ? Quelles sont les synergies ? Et voilà, juridiquement, comment ça se met en musique. Et après, tu l'aides à rédiger ce qu'on appelle son offre de reprise, qui est en fait un document assez normé, tous les confrères ont fait à peu près la même chose, c'est une première partie de présentation de la cible, et de présentation du repreneur, de l'intérêt du repreneur pour la cible, donc là c'est très important. Il faut bien démontrer, 1, la solidité financière de ton client, et 2, qu'il y a un vrai intérêt et des vraies synergies généralement entre la cible et le repreneur. Après, tu as la partie très juridique, mais qui va être importante, où tu identifies les actifs repris, les salariés repris, sachant que tu ne peux pas reprendre nominativement les salariés, c'est le nombre d'emplois repris par catégorie. Et après, tu as les contrats fournisseurs repris.
Deuxième partie, donc c'est la partie purement juridique. Et après, la troisième partie, c'est tout ce qui est conditions plus générales de l'offre, avec le point important qui est le prix de cession que tu vas proposer. Et notamment aussi les conditions suspensives. Est-ce qu'il y a des autorisations, autorités de la concurrence qui sont nécessaires ? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des conditions liées au financement qui sont nécessaires ? Voilà. Donc ça, c'est ton premier cas de figure que tu mentionnais, c'est effectivement quand quelqu'un vient te voir, voilà. Et après, toi, en tant qu'avocat, tu as aussi intérêt à être proactif. Quand tu vois passer, alors tu peux mettre soit des annonces, des appels d'offres qui sont publiés, tu peux mettre en place des veilles juridiques au BODAC, au RCS, et que tu as des clients que tu sais être potentiellement intéressés, ou d'ailleurs qui ne seraient pas forcément potentiellement intéressés, mais enfin, tu te dis que voilà, il peut y avoir un intérêt, et ben tu diffuses ces annonces-là auprès de tes clients. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon. Voilà. Le business développement, finalement, c'est aussi tout ça. Pour moi, ce qui est clé dans notre métier, c'est le lien. C'est maintenir un lien avec les confrères, les clients, les administrateurs judiciaires, mettre les gens, les relations les uns avec les autres. Et donc, tu vois, on n'est pas finalement qu'avocat, au-delà du fait qu'il y a l'aspect psychologique et humain qu'on prend en compte quand on traite nos clients, mais il y a tout ça. Et tu travailles du coup avec des fonds secondaires aussi ou par exemple quand tu as des fonds qui détiennent des participations Moi, pas trop. Pas trop, okay. Parce que voilà, encore une fois, j'ai plutôt un positionnement ou débiteur la majorité du temps, ou repreneur, mais sur des repreneurs, soit des industriels, soit des fonds un peu spécialisés retournement ou ce genre de choses. Tu fonctionnes au Success Fee ? Imagine, je veux prendre la grande récré, il y a 7 compétiteurs et grâce à toi et à tes talents d'avocate, on arrive ensemble à reprendre la grande récré. Est-ce que du coup je vais devoir te payer plus cher ? Oui, ça je pense qu'on peut le faire. Enfin, et on le fait non, d'ailleurs. La question c'est est-ce que tu le fais ? Je sais qu'on peut le faire. Non, je le fais sur certains dossiers, oui. Okay, sur des restructurations financières notamment, plutôt que sur des reprises. Sur des reprises à la barre, je le fais pas tant que ça. Mais d'ailleurs, je pourrais. Mais je le fais plutôt sur des restructurations... Ça fait 10 000 balles. Ouais, voilà. Merci. Non, mais sur des restructurations financières, ça se fait... Enfin, je le fais beaucoup. Ok. Tu vois, où, si on y arrive, et généralement, le but, c'est d'y arriver, où tu as un honoraire de résultat, mais après, c'est en complément quand même des honoraires... Imaginons que toi et moi on arrive à faire la reprise ensemble et que je reprenne la grande récré. Comment est-ce que tu fais derrière pour rester dans la boucle ? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai le droit de faire, des choses que j'ai pas le droit de faire après avoir repris une boîte ? Déjà tu as ton jugement qui te dit voilà ce que tu peux faire, pas faire. Par exemple un truc tout bête, pas céder les actifs dans les 2 ans, repris. Après par exemple il y a des engagements de maintien de l'emploi où on va te dire il faut pas faire un PSE pendant 24 mois, 36 mois, 48 mois. Alors ça, souvent, c'est un sujet qu'on ne peut pas vraiment respecter, c'est un engagement qui ne peut pas être respecté. Donc là, par exemple, si tu as ce sujet-là qui va se poser, je vais intervenir à tes côtés. Et après, donc, moi, je pars quand même du principe, mon mode de fonctionnement, c'est que j'ai pas envie d'intervenir quand c'est pas nécessaire. C'est-à-dire que je suis là pour mes clients, ils le savent, mais je considère que j'ai pas envie d'exister à tout prix, si tu veux. Moi, je considère que je fais bien mon job, je leur donne des super conseils. Je suis là aussi sur l'aspect humain et sur d'autres aspects, également stratégie, communication, le cas échéant avec les conseils adaptés s'il faut. Mais donc, je leur donne les grands guidelines. Je vais leur dire, voilà les principaux points d'intention que tu dois avoir dans le cadre de ta reprise. Voilà ce que je te recommande de faire dans... La reprise, les premières étapes sont clés, les premiers mois sont clés. Donc au moins le premier mois, je vais te dire, je vais t'appeler régulièrement, je vais te dire, comment ça se passe, comment vont les choses, est-ce que tu as des sujets particuliers, voilà. Mais ça, c'est pas des choses que tu factures, déjà, c'est plutôt du follow-up plutôt informel. Et après, moi, mon client, il sait que je suis là s'il a besoin, mais je trouve que, vouloir exister à tout prix, le client, il est aussi dans l'opérationnel et il a aussi, au bout d'un moment, besoin d'être dans son opérationnel et de pouvoir avancer, tu vois. Ouais. C'est son avocat, il est là, mais c'est quelqu'un sur qui il peut compter, pas quelqu'un qui l'empêche d'avancer. T'as déjà fait des reprises où finalement le repreneur a réussi à reprendre l'entreprise et derrière c'est vraiment très très mal passé, il n'a pas respecté les règles par exemple de son jugement, en mettant en place des PSE, en cédant des actifs immédiatement derrière, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Non, c'était jamais arrivé. Non, ça m'est jamais arrivé. Généralement, j'ai eu de la chance, j'ai des clients qui... Non, ça m'est jamais trop arrivé. Après, il se peut que tu doives déposer le bilan derrière, mais parce que c'est la conjoncture, tu vois. Et ça, notamment dans le retail, voilà. Ok. Ça, t'as pas le choix. Ton client n'a pas le choix. Ok, très clair. Voilà. Et du coup, là, tu es devenu associé au sein du cabinet Veille Jaune. Ouais. Tu es à la tête d'un département. C'est quoi tes objectifs pour la suite ? Alors, mes objectifs pour la suite, donc déjà, vis-à-vis de mon équipe, c'est consolider mon équipe. Là, j'ai une collaboratrice. Donc c'est déjà consolider mon équipe. Ça fait 8-9 mois qu'on est ensemble, si tu veux. Donc, et le marché était un peu calme aussi, donc il faut aussi bien que
tu vois, on apprenne à bien travailler ensemble et à bien former une équipe soudée. Et ça s'apprend, tu vois, quand tu connais pas les gens. Et donc voilà, j'essaye de mettre en œuvre toutes les techniques que je mettais en œuvre avant quand j'étais chez Wild Goat Child. Chez Wild Goat Child, tu sais, on avait quand on était console, t'as quand même 5-6 juniors que tu gères. Et donc c'est hyper bien en fait, parce que ça t'apprend vachement à manager. Et donc moi je dis toujours, tu vois, aux juniors, vous êtes avocat comme moi, même si j'ai plus d'expérience que vous êtes avocat. Je suis associée certes, mais ou je suis console à l'époque, mais vous êtes avocat, donc le dossier c'est aussi votre dossier. Essayez de faire avancer les choses. La question que vous devez vous poser, c'est à chaque instant, comment vous pouvez vous aussi faire avancer le dossier. Donc soyez proactifs, ayez des idées, on échange sur les idées, on élabore la stratégie ensemble. Et ça, tu vois, je trouve que c'est clé. Et c'est clé pour les jeunes, pour leur permettre à la fois de grandir eux-mêmes, de progresser. Et si eux progressent, moi, je peux d'autant plus progresser sur mes aspects business dev, association, visibilité, ce genre de choses. Donc, le premier point, c'est consolider en interne, parce que si tu consolides aussi avec les gens avec qui tu travailles, tu te dégages aussi plus de temps pour aller chercher de nouveaux dossiers. Et aussi, évidemment, pour traiter tes dossiers, parce que tu n'es plus que dans une revue assez légère et dans des questions de stratégie. Donc ça, c'est le premier objectif. Et deuxième objectif, évidemment, c'est continuer à chercher des beaux dossiers, avoir des beaux dossiers, tant en amiable qu'en judiciaire. Et après, moi, j'aime vraiment bien, tu vois, participer à tous les sujets de réflexion sur notre matière, sur notre métier. Et je trouve que c'est donner... Et alors ça, c'est vis-à-vis de l'extérieur. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai pris la responsabilité du comité formation à l'ARE là récemment. Et je trouve que c'est super bien, tu vois, on propose des formations en matière d'entreprise en difficulté à destination des professionnels. Donc il y a plein de choses à faire, là on a encore une réunion la semaine dernière. Donc ça, je trouve que c'est important, tu vois, de faire connaître et de permettre aux autres d'accéder à la technicité de notre matière. Et autre point important, c'est la formation vis-à-vis des plus jeunes. Et ça, moi j'aime bien donner des cours, intervenir, je trouve que voilà, c'est important. Moi, ce que je te disais, c'est que finalement, c'est un peu la vie qui m'a emmenée là. Alors évidemment, t'as une vision des choses et je pense que c'est important de l'avoir, mais comme je te le disais, rien ne me prédestinait à devenir avocat. Encore moi, avocat associé en restructuring à 35 ans d'un cabinet. Et finalement, je trouve que tu sais, quand la vie t'offre de belles choses, t'as aussi envie de rendre l'appareil et d'aider les gens. Donc moi, j'aime bien un peu coacher les jeunes, qu'ils soient à la fac, en école... Tu vois, je trouve que c'est important. C'est super important. Eugénie, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas pour la suite, que tu puisses venir réussir tes projets, aller au bout de tes ambitions et que surtout tu changes pas. Merci. Avec plaisir, belle journée à toi, ciao. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt!